Salut à tous, je suis Élise Benazet, psychomotricienne, formatrice et professeure de danse. Dans mon podcast Trouve ton Move, je vous invite à explorer les univers de thérapeutes hors du commun, qui, comme moi, ont choisi de sortir des sentiers battus. Ensemble, découvrons des méthodes innovantes pour prendre soin de notre corps et de notre esprit. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur danser-psychomote.fr pour découvrir mes formations et approfondir vos compétences. Bonne écoute! Découvrez la suite du parcours extraordinaire d'Anaïs, une femme qui a tout changé à 40 ans. Art-thérapeute et éducatrice de métier, elle révèle un plan méconnu de sa personnalité, l'autisme. Dans ce podcast, elle partage avec une sincérité touchante ses particularités sensorielles, ses défis et ses joies. Une plongée intime dans un univers souvent mal compris. Bonjour Anaïs. Salut Élise. Je t'accueille pour un deuxième épisode avec toi parce qu'on s'est arrêté, tu nous as laissé en suspens sur ton parcours de diagnostic d'autisme. Et j'aimerais que tu nous en dises plus et que tu nous racontes les phases par lesquelles tu es passée et où tu en es aujourd'hui. Alors, on en était à... j'ai commencé à me poser des questions sur mon propre autisme et je veux consulter pour avancer dans ma vie. Vers qui tu t'es tournée en Suisse pour faire ces démarches ? Alors, une des personnes principales vers qui je me suis retournée, ça s'appelle le centre Eliezer. Et donc, c'est un centre spécialisé justement pour les personnes autistes. Et j'ai rencontré Lauriane, qui est une femme incroyable, qui, durant mon diagnostic, m'a rencontrée et puis m'a dit « Écoute, moi, je suis quasi sûre, d'après ce que tu me décris, que le diagnostic il va tomber. » Donc, c'était comme ok, je me prépare psychologiquement à accueillir ce diagnostic. Et puis, elle m'a donné plein de pistes. Elle m'a dit « Mais tu sais, tes maux de tête, c'est peut-être lié à un trouble de la vue qui est hyper peu connu, mais qui est quand même important. Et c'est un trouble, le syndrome d'Irlen. Et en fait, quand les personnes sont autistes, des fois, on a tendance à trop bien voir. Et ça peut vraiment nous fatiguer les yeux. Et elle m'a dit, il existe des filtres, en fait, pour filtrer le trop-plein. Donc, par exemple, moi, les stores, quand je les regarde, ils bougent. Quand il y a des néons qui sont trop forts, la lumière, elle m'agresse les yeux. Et ça peut effectivement me donner des maux de tête. Donc, j'ai été voir ensuite une autre dame qui est spécialiste pour le syndrome d'Irlen, qui m'a fait faire des lunettes. Alors moi, mon filtre, il est rose, donc quand on me voit, on a envie de chanter La vie en rose. Et c'est très questionnant aussi, parce que les gens, des fois, ils se disent « Mais pourquoi elle n'enlève pas ses lunettes de soleil quand on est à l'intérieur ?» Oui. C'est comme si le handicap visible devenait visible par ses lunettes, en fait. Ah oui, le handicap invisible devient visible. Voilà. Okay. Ouais. Et donc ça fait partie aussi un peu des difficultés sensorielles que j'ai par rapport à la vue. Ensuite, quand j'ai eu le diagnostic... Auprès de qui, du coup ? Toujours Lauriane ou... Non, alors le diagnostic, il a été fait par une autre personne qui s'appelle Madame Pain. Et c'était sur plusieurs séances. Il y a des séances qu'on a pu faire en ligne, puis d'autres qui étaient en présentiel. D'accord. C'était au Bouvray, c'était assez long pour moi de faire les trajets, angoissant, parce que je ne savais pas ce que j'allais avoir comme question. Oui. Je ne savais pas au début où était le lieu, puis ça, c'est des choses qui me stressent beaucoup. Oui. Je ne connaissais pas la personne. Et en fait, j'ai l'impression que tout ce que je répondais, elle entendait, elle prenait note, mais je ne savais pas comme ce que je devais répondre, en fait. Oui. Je ne voyais pas la logique dans ses questions, dans ce qu'elle me demandait. Il y avait tellement de choses différentes à faire. C'était quand même une dizaine de séances. Une fois, j'ai dû raconter une histoire dans un livre où il n'y avait pas d'image. Une autre fois, elle m'a donné des cubes, j'ai dû faire des formes. Une autre fois, elle m'a parlé, puis je devais rentrer en interaction avec elle. Voilà, c'était tellement de tests différents, et des fois, je ne savais même pas si on était en train de me tester ou pas. Donc voilà, c'était très, très fatigant, très prenant. Je sortais de là, j'étais lessivée. Oui, c'est épuisant. Épuisant. Tu sais quelle est sa profession, son métier ? Psychiatre ? Je pense qu'elle est psychologue et spécialisée en tests de DSM-5. Oui.
Et donc, sa principale activité, c'est de faire passer des tests. Elle s'est spécialisée dans aux gens. l'autisme. Ouais. Ouais, particulièrement. Ouais. Parce qu'il faut dire que c'est très mal connu, encore, l'autisme chez l'adulte sans déficience intellectuelle. Et qu'il y a de plus en plus de spécialistes, mais pour les trouver, t'as galéré? Pas tant que ça. Ouais. Le chemin s'est assez vite déblayé devant moi. Les rendez-vous ont été assez vite pris. Et ce qui a toujours été très complexe, c'était plus se positionner par rapport au fait, est-ce que là c'est du camouflage de par mon potentiel, ou est-ce que c'est de l'autisme, il y avait vraiment ce questionnement qui revenait souvent. Et je pense que c'est plus là que ça prenait du temps, parce que même moi, des fois, je me rendais compte que je disais, ah mais là j'ai répondu ce que la personne avait envie d'entendre. Ah oui. Mais je sais que j'ai mis mes masques. D'accord. Et je sais que là, je me suis masquée et que j'ai pas été clairement moi. Puis en fait, comme je mets des masques, je porte ces masques depuis que je suis toute petite, j'ai envie de dire, mais je sais même plus qui je suis. J'ai tellement dû me suradapter que, en fait, qui suis-je, quoi? Et oui, bien sûr. Je suis qui sans ces masques? Si je les enlève, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, à l'âge de 40 ans, il s'est avéré que de temps en temps, ces masques sont tombés de fatigue et d'épuisement, ce qu'on appelle en fait des burn-out autistiques. Et c'est quand ils sont tombés et que je me suis sentie à nu, sans défense, que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça, quoi. Si vraiment là, je suis en mode survie, j'ai comme utilisé toutes mes dernières batteries, j'ai plus de recharge. Donc, soit il faut que j'adapte ma vie, mais à qui je suis, parce que je peux plus m'adapter à ce qu'on attend de moi, soit je pète, quoi. Ouais, tu pètes un câble. Ouais. D'accord. Donc ça, t'as fait ce cheminement, il me semble, pendant plusieurs mois. Je dirais bien 6, 8, 9 mois, même un an, non? Ouais. Ouais, de voir ces professionnels, répondre à des questionnaires. On t'a fait un retour. Oui. Et comment t'as vécu ça? C'était très intéressant, parce que le retour, évidemment, m'a permis une relecture de ma vie, où en un coup, je me suis dit, mais en fait, ceci explique cela. Il y avait tout ce que j'avais jamais compris pendant des années de thérapie, où des fois j'allais chez le thérapeute et de nouveau j'avais l'impression de lui dire ce que je pensais qu'il avait envie d'entendre, ou de le préserver, parce que je lui disais non mais il faut pas que je lui raconte ça, parce que si je lui raconte ça, ça va lui faire peur. Et du coup j'ai vraiment fait une relecture de tout. Ouais. J'ai compris pourquoi quand j'étais enfant c'était compliqué. Oui. J'ai compris pourquoi des fois, quand je faisais des crises où mon émotion elle sortait de manière trop intense, il y a eu des répercussions parce que l'adulte ne savait pas comment gérer avec moi. Oui. J'ai compris pourquoi j'étais tellement attirée par tout ce qui était les squats, les punks et tout ça, parce qu'en fait c'était des gens hors de la société et atypiques. Oui. Donc je me reconnaissais en fait en eux. Je sentais que je fonctionnais pas comme la majorité, mais pas parce que j'étais anarchiste, mais parce que je fonctionnais différemment en fait. Oui. Et donc je me sentais des fois plus proche des gens hors normes de la société que... Et je pense que c'est pour ça que j'ai un tellement bon feeling avec la plupart des personnes qui se sentent hors ou exclues de la société. Eh oui. Que ce soit les personnes migrantes, que ce soit les personnes homosexuelles. Enfin, je sens que j'ai quelque chose de connexion avec eux, Ouais. comme une sorte de rejet de suradaptation que la société attend de nous, qui fait que je suis dans une empathie et dans une compréhension et une symbiose totale avec eux. Quoi. Et une tolérance. Et une parce tolérance. que souvent, il y a quand même des difficultés à les tolérer dans la société. Et, ouais, moi, tu m'avais fait découvrir tout un monde. Hein. Tu m'as emmenée dans des squats chez des anarchistes. Moi, j'ai ce côté très curieux. Donc, si la personne me rassure, je la suis. Donc, je t'ai suivie et c'était pas pour moi. Mais toi, tu y as carrément vécu. Ouais. Et je me suis dit, mais comment elle fait? Ouais, puis il y a aussi des personnes avec des lourdeurs et que tu t'arrivais à porter, à soutenir. Donc c'est vrai que ces questions-là, on se dit, ok, Anaïs, elle a un diagnostic d'autisme, mais elle arrive à s'occuper des autres. Comment elle fait? T'arriverais à l'expliquer, ça? Je pense que j'ai tellement dû décoder le fonctionnement humain. Ça fait partie d'un de mes intérêts spécifiques. Alors, j'insiste sur spécifique parce que c'est pas un intérêt restreint. On dit souvent que les autistes, ils ont des intérêts restreints, mais pour moi, ça restreint rien du tout. C'est un intérêt spécifique, puis ça ouvre tellement de portes qu'en fait, c'est comme si je m'étais surspécialisée dans l'humain. Ouais. Donc, de comprendre comment l'humain fonctionne,
c'est quoi les relations sociales, c'est quoi les enjeux. Alors, je comprends pas toujours tout, hein. Il y a des fois des choses qui me laissent un peu bouche bée, mais j'arrive à capter en fait le besoin de chacun et de comment agir et interagir avec les autres. Et en fait, ça me passionne. Ouais. Je trouve ça génial. Il y a un problème dans une équipe ou dans quelque chose. Oh, mais c'est trop bien, quoi. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Envie de creuser. C'est quoi le mode d'emploi? C'est où ça bug? Pour justement arriver à à remettre les choses en place. Et du coup, c'est ce qui te permet aussi de te nourrir dans ton travail d'art thérapeute? Exactement. Ouais, t'es pertinente à chaque fois et t'arrives à aider, comme tu viens de dire, des groupes. T'as des exemples où t'as pu aider des relations comme ça, sociales, humaines? J'ai lancé depuis peu des team building créatifs, donc j'interviens dans des institutions ou dans des équipes où justement l'idée c'est de demander les objectifs de la direction et puis des gens qui font partie de l'équipe, et puis d'essayer de travailler autour de ces objectifs-là par la création, que ce soit par le jeu théâtral, tout ce que j'ai un peu eu comme bagage avec mon passé de prof de cirque, ou par la créativité. Après, ça peut être, chacun fait un collage de comment est-ce qu'il se sent dans l'équipe, et puis après, on observe tous les collages ensemble. Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des choses... Voilà, un collage qui est complètement dissocié de tous les autres collages. Et comment est-ce qu'on en parle? Comment est-ce qu'on peut exprimer que, mon collage, je vois bien, il n'a aucun lien avec tous les autres. Puis dans l'équipe, je ne ressens pas le lien non plus. Puis du coup, on peut, à travers le médium artistique, rebondir sur le vécu de la personne. Et puis, trouver des pistes, se dire, comment est-ce que ce collage, en restant ce qu'il est, pourrait s'harmoniser avec les autres? Qu'est-ce que les autres pourraient faire pour que ce soit harmonieux? Et qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour que ce soit harmonieux? Puis tu renforces les liens, là-dessus, quoi. Ouais, okay. Ouais. Et tu te sens jamais mal à l'aise? Du coup, quand tu supervises un groupe que tu connais pas, on pourrait se dire, tiens, que tes particularités, comment tu fais? Alors, ce qui est incroyable, ce que j'ai capté dans mon fonctionnement, c'est que si moi j'ai les rênes de quelque chose, si je dois animer un atelier ou gérer un truc, ça va aller. Parce que c'est entre guillemets, moi qui vais mener la danse. Ouais. Donc, arriver avec mes logiques, mes codes, ma manière de fonctionner, puis les gens vont rentrer dans le jeu avec moi. Par contre, si je dois arriver à une soirée et que je connais personne, ça va pas du tout. Ouais. Parce qu'en fait, là je comprends rien, j'arrive dans un truc qui existe déjà et je comprends pas forcément les codes. Un bon exemple, c'est qu'en festival, par exemple, j'ai toujours travaillé. J'étais soit dans la sécurité, soit dans l'accueil des artistes. J'ai toujours eu un rôle dans un festival qui me permet de vivre le festival tout en pouvant m'isoler des fois dans les loges, mais en ayant quelque chose à faire de très concret. D'accord. Ok, de telle à telle heure, je dois accueillir tel artiste, je dois m'occuper de sa loge, je dois l'amener jusqu'à la scène, et après, je dois le réceptionner après son concert pour lui donner ça. Puis donc, c'est très clair. Okay. Mais aller à un festival en tant que festivalière, j'ai l'impression de me faire piétiner par la société, de me faire engloutir par le bruit, les odeurs, et ça va pas parce que je gère rien en fait. D'accord. Et donc, on peut s'imaginer que dans un groupe que tu dois animer, il peut y avoir des moments où ça dévie par rapport à ce que tu avais prévu. Ça va. Alors ça va parce qu'en général, comme j'ai ma ligne de conduite et que j'aime bien partir de ce que les gens apportent aussi, j'arrive, par le fait de mettre toujours sur adapter, j'arrive à rebondir sur ce qui vient puis à adapter mes activités en fonction. Quoi. Ok, t'es pas déstabilisée. Je suis pas déstabilisée par leurs émotions, par ce qui pourrait ressortir. Ouais. Puis t'as ton travail d'éduc aussi derrière, tu connais ça. Ouais. Ok, t'as tes compétences pro qui viennent répondre à tout ça. C'est ça. On va dire j'ai mes excellences qui me permettent de fonctionner dans ces moments-là. Donc, tu souffres pas de syndrome de l'imposteur, toi? Non, pas du tout. Dans ton travail? Ouais. Non. Quelle classe! Et donc là, tu viens nous expliquer que tu as compris ton fonctionnement. Tu peux nous raconter un peu les étapes? Tu as parlé aussi de troubles sensoriels. Qu'est-ce que tu as appris sur toi précisément? Je me suis rendu compte que souvent, quand je me plaignais parce que il y avait trop de bruit ou il y avait une odeur bizarre ou quoi, on me reprochait souvent d'être nunuche, d'être difficile, d'être trop sensible. Ou alors on minimisait en disant oui, évidemment, genre une prise de sang, mais personne n'aime une prise de sang, évidemment, oui, ça fait mal.
Mais avec le recul, je me suis dit, mais en fait, j'ai un TSA. Puis une prise de sang, c'est pas que c'est pas agréable et que ça fait mal, c'est que c'est tellement intrusif. Et c'est tellement... ça me fait mal, mais d'une douleur tellement puissante que c'est même dur d'en mettre les mots, en fait. Ou si je suis sur le quai de la gare et puis qu'il y a un train qui passe à toute vitesse et que je suis à côté, c'est pas que ça fait du bruit et que ça me saisit. C'est que j'ai l'impression de me sentir traversée par le train et ça me fait mal au corps, en fait. C'est pas juste... le train, il a fait du bruit et du vent en passant. Et puis quand on a une soirée ou un concert et que le son, il est trop fort, ben en fait, ça vient m'enfoncer des clous dans mes oreilles, quoi. C'est pas juste la musique est un peu trop forte. Donc c'est toutes des sensations qui ont été longtemps minimisées et en fait, une fois qu'on peut mettre les mots là-dessus et de se dire, ben oui, en fait, il y a une phrase comme ça, je sais plus qui l'avait dit, mais c'était un truc du style le bruit me fait mal aux yeux. Enfin, c'est un truc des fois où c'est tellement compliqué à expliquer ce qu'on peut ressentir qu'on le met en image, quoi. Oui. C'est les transmodalités sensorielles, on étudie ça beaucoup en psychomotricité aussi, comme s'il y avait un mélange de toutes les sensorialités et ça va pas au bon endroit. Voilà, ça va pas au bon endroit, il n'y a pas de tri, et c'est pas des caprices en fait. Voilà, ça c'est important. Pas, je veux pas manger la tartine à la confiture parce que j'aime pas ça, non, la tartine elle est pas carrée, la confiture elle est pas rouge, et c'est compliqué de mettre ça en bouche parce que ça va me faire une explosion sensorielle qui peut être hyper avantageuse si je bois un délicieux vin ou si je mange un délicieux fromage, ça va faire vraiment un orgasme sensoriel de saveurs gustatives. Mais ça peut aussi me provoquer un dégoût profond ou une incapacité totale d'avaler un aliment parce qu'il est râpé, par exemple. Ah oui, parce que son aspect visuel, c'est pas possible. C'est trop de stimulation et j'arrive pas à l'avaler. C'est comme si je te donne une boîte de clous et que je te dis tu l'avales en fait à l'extrême. Ah oui, d'accord. En fait, ça passe pas, c'est pas possible. Ouais. Et effectivement, ça peut être perçu comme un caprice. Complètement. Ouais. Ou une personne un peu hautaine, ou on t'a déjà renvoyé peut-être ce genre de... Ouais, mais on me disait souvent arrête tes caprices ou arrête ton cinéma. Ça, c'était tellement souvent arrête ton cinéma. Depuis la petite enfance. Depuis la petite enfance. Alors que j'ai l'impression d'être une actrice de ma vie et d'avoir du coup joué les rôles qu'on attendait de moi plutôt que... Ouais, pour plus entendre ces phrases, tu t'es suradaptée. T'as lu des bouquins là-dessus, puis maintenant c'est assez connu que surtout les jeunes filles ont cette capacité, parce que dans notre société, on leur demande d'être bien gentilles et pas trop de crise émotionnelle. Les jeunes filles avec autisme s'adaptent mieux dans les relations sociales. Tu as travaillé et laissé tomber le masque petit à petit. J'essaye. De temps en temps, je mets des mots sur ce qui se passe. Par exemple, si je suis émue, en un coup, je dis je dois absolument aller faire pipi. En fait, je pleure pas, mais quand je suis émue, je dois faire pipi. Puis c'est comme ça. C'est comme des émotions qui passent de manière différente. Okay. Ou des fois, je peux être fâchée, puis je vais avoir le méga sourire, et puis je vais pouvoir formuler, en fait, je suis fâchée. On dirait pas comme ça, mais là, je ressens de la colère à l'intérieur de moi. Et d'oser plus dire les choses aussi, parce que je pense que moi, en tout cas, je me sentais très cash, puis j'ai souvent dit les choses de manière très, très cash et sans filtre. Puis ça a eu des répercussions qui fait que maintenant, je ne dis plus les choses. Ah oui. Et le fait de ne plus dire, en fait, c'est handicapant parce que du coup, j'écoute pas mes propres besoins. Donc, d'arriver à reformuler les choses, j'y arrive petit à petit. Avec les personnes avec qui je suis en confiance. Et voilà. Et quand il y a un choix à faire, c'est pas que je suis indécise, c'est que j'ai besoin de savoir tous les aboutissants pour pouvoir prendre ma décision. Oui, d'accord. Et on m'a toujours dit, non mais attends, tu mets 3 heures à prendre une décision, c'est bon. Prends une décision, c'est pas si compliqué que ça, mais si en fait, c'est super compliqué parce qu'il y a un choix, et dans les choix, c'est ces 2 choses différentes, et il faut que j'analyse tout, les 2 situations pour savoir où je peux éventuellement me projeter et me situer, et puis ça, c'est tellement complexe pour moi. Et du coup, ça crée du stress ? Ça crée un stress. Tu dirais que tu es quelqu'un de plus stressé que la moyenne, en tout cas c'est connu chez les personnes autistes. Tu l'as verbalisé ça beaucoup. Ouais. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on me dit souvent mais t'as l'air tellement calme, t'es tellement apaisante et tout. Mais au fond de moi ça bouillonne plein de fois. Et puis quand je vais chez le médecin et que je dis voilà j'ai des maux de tête, oui mais est-ce que vous êtes stressée ces temps-ci? Je réponds mais
Je suis stressée depuis que je suis née. Ma vie est un stress. Et oui. Parce que je suis en alerte constante, parce que le moindre bruit, la moindre odeur me fait réagir, parce que il faut toujours s'adapter pour, entre guillemets, survivre dans cette société. Et voilà, à un moment, j'ai juste envie de faire connaître l'autisme, d'ouvrir la conscience aux gens pour qu'on n'ait plus à devoir s'adapter, mais pour qu'on puisse vivre pleinement tel qu'on est, sans devoir mettre nos masques, et que ce soit OK, en fait. Ouais, sans qu'il y ait ces petites phrases assassines, là, ces jugements en plus que tu te prends. Ouais, alors je dis pas que c'est la faute des autres, hein, je dis pas que c'est les autres qui m'ont plaqué un masque, mais je me rends compte que être sans masque dans la société dans laquelle on vit, bah, c'est compliqué. Parce que je peux pas arriver dans le train et dire, le train qui est bondé, dire à la personne, en fait, est-ce que je peux m'asseoir là, parce que là, c'est la place où je me sens bien. Parce que si je suis dans le sens de la marche, du côté de la fenêtre, c'est là que je me sens bien. Et en fait, ça va me pourrir le voyage si je reste debout ou si je suis pas assise dans le bon sens parce que ça va pas aller. Et en fait, ça se fait pas. C'est vrai. Et si ça pouvait se faire, et ben en fait, la personne, ben voilà, elle se met juste assise en face, puis peut-être ça lui change rien à sa vie. Et puis moi, je peux me dire, ok, j'ai survécu à ce voyage en train. Ouais, c'est le problème du handicap invisible. Mais tu me racontais qu'il y a des petits signes, des petites astuces maintenant pour repérer ces personnes qui ont un handicap invisible. Je ne connaissais pas. Oui. Une histoire de collier. Ouais, alors c'est à l'aéroport, en fait. À l'aéroport de Genève, je me suis procuré un collier pour les personnes avec un handicap invisible. Donc il faut la preuve, entre guillemets, du diagnostic. Mais ça permet de porter ce collier... juste le collier ou alors le collier avec le badge où il est écrit handicap invisible, et le personnel des aéroports en Europe normalement connaissent ce collier. Et ça veut dire que la dernière fois que j'ai pris l'avion, qu'il y avait beaucoup de retard, il y avait beaucoup de changements de voie et tout ça, à un moment je sentais que ça n'allait plus parce que trop de changements, trop de monde, trop d'insécurité à ce niveau-là. J'ai été vers quelqu'un du personnel, j'ai dit là ça va plus, j'ai besoin d'être de calme, et je trouvais pas de calme dans l'aéroport. Il a vu mon collier, il a dit ok, vous pouvez venir. Puis je me suis retrouvée avec les personnes en chaise roulante, avec les vieux, et je me suis retrouvée en priorité, on va dire, pour pouvoir attendre dans un local plus silencieux et ensuite pouvoir monter en priorité dans l'avion. Et c'est vrai que c'est à double tranchant. Ça nous ouvre la porte de notre sécurité, mais ça nous amène aussi à rencontrer des gens qui nous regardent et qui disent « Bonjour, est-ce que je peux vous aider à quelque chose ?» Oui, qui infantilise. Et puis là, what, quoi. Oui, je suis autiste, mais je suis pas sourde, tu parles. Voilà, il faut me parler normalement et c'est OK, quoi. Il développe une suradaptation. Exactement. Et puis ça arrive très souvent. Ouais. Très, très souvent. Mais comme aussi, on a pu te dire, mais t'es pas autiste, toi. Ouais. Alors ça, s'il vous plaît, si quelqu'un vous annonce son diagnostic, ne lui balancez jamais « Ah, mais t'as pas l'air autiste !» ou « Ah non, mais franchement, ça se voit pas. » Parce qu'en fait, c'est tellement minimalisé le handicap. Puis j'ai l'impression qu'au moins on a l'air autiste, plus on a masqué, et donc plus on est en souffrance au final. Donc, le t'as pas l'air autiste, c'est un peu genre autiste, c'est une insulte. Toi, t'as pas l'air ça, donc ouais, je te fais un petit clin d'œil, genre je suis sympa, t'as pas l'air autiste, t'as pas l'air comme eux. Mais mince, quoi, en fait, l'autisme, voilà, c'est pas la collection des traits, c'est vraiment une manière différente de fonctionner. Oui. Et c'est pas une question d'avoir l'air ou pas. C'est vraiment une question de fonctionner différemment. Et il y a tout un spectre. Et il y a tout un spectre. Avec des variabilités. Tu ressembles à personne d'autre, toi, Anaïs. Voilà. Et on a une super relation ensemble que je ne partagerai pas avec une personne neurotypique. Et ça me va très, très bien. Et là, j'aime beaucoup Amandine Legrand qui explique qu'un spectre, en fait, c'est pas une ligne entre un point A et un point B, puis tu te situes plus ou moins... Le A, on va dire, c'est très handicapant. Le B, c'est pas du tout handicapant. C'est pas un point sur une ligne continue. C'est vraiment un îlot. C'est comme une étoile. Oui. Et puis, dans chaque étoile, tu as chaque aspect. Par exemple, les relations sociales, la sensualité. Tu as vraiment chaque aspect. Puis, ton curseur, il est à différents endroits. Et après, tu relis tous ces points et ça te fait un continent. Oui. Et en fait, pour moi, c'est aussi ça. Ce spectre, c'est vraiment un continent où peut-être tu vas avoir énormément de problèmes au niveau sensoriel, mais
des facilités avec le contexte, je sais pas, des relations sociales. Puis ça change tout. Oui. Quand tu vois ça comme ça, parce qu'il n'y a pas à être plus autiste qu'un autre. Exactement. Il y a à être autiste différemment, avoir peut-être besoin de certaines aides que d'autres n'ont pas. Oui. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, les autistes, effectivement, qui se balancent, qui bavent, il va y avoir des institutions pour eux, on va leur mettre des personnes à disposition, on va leur donner une allocation. Mais le nombre de personnes qui fonctionnent comme moi et qui font des burn-out autistiques et qui dysfonctionnent dans la société parce que ça ne fonctionne pas, ont moins d'aide, parce qu'en fait, ça ne se voit pas. Et oui. C'est quoi un burn-out autistique, précisément ? Alors, un burn-out autistique, c'est une sorte de... on entend souvent parler de burn-out au travail ou de burn-out parental, c'est une sorte de trop-plein. Moi, je décrirais le burn-out autistique comme pour moi, en tout cas, de comme je les vis, c'est des fois des surcharges sensorielles ou émotionnelles non gérées. Et c'est comme si il y a Julie... comment elle s'appelle encore, cette femme qui a écrit le handicap... La différence invisible, oui, cette BD. Je suis nulle pour me rappeler des choses. Voilà. Tu me fais un blind test là. Julie Dachès, je sais plus quoi. Oui. Bref, qui explique le système des cuillères. C'est comme si ta journée elle commence avec 10 cuillères et puis tu prends le train, t'enlèves déjà 2 cuillères parce que ça te demande de l'énergie. Après, t'arrives au boulot, tu dois causer de comment s'est passé ton week-end avec tes collègues, mais en fait, ça te pompe de l'énergie aussi, t'enlèves encore 2 cuillères et ainsi de suite. Et les burn-out autistiques, pour moi, ils arrivent quand vraiment... Tu commences ta journée, il est 10h du matin, tu n'as déjà plus de cuillère. Mais tu dois continuer à fonctionner parce qu'en fait, tu es obligé de fonctionner parce que tu dois aller chercher ton enfant à l'école, parce qu'il faut préparer à souper, parce qu'il faut faire les courses. Et donc, tu vas puiser dans une réserve que tu n'as même plus. Et à un moment, ça lâche. Ouais. Alors, soit, moi, ça se représente souvent, je tombe dans un silence total où je n'arrive plus à parler. Ok. C'est vraiment une sorte de mutisme. Le temps que je me recharge en fait. Il y a d'autres personnes, elles vont faire des grosses crises, on va croire qu'elles font des crises hystériques de colère ou ça part dans tous les sens. Qui ressemblerait à de l'angoisse, une crise d'angoisse. Ouais, une méga crise d'angoisse, mais des fois très expressive. Quoi. D'accord. Ça peut être se rouler par terre, ça peut être très impressionnant une crise autistique. Mais souvent c'est vécu tout seul chez soi et puis on ne le voit pas. Donc personne sans doute. Ouais. Voilà, on a un peu honte des fois de ça. Et l'idée, justement, pour ne pas avoir ces crises autistiques, c'est de gérer ces cuillères, ces fameuses cuillères. Qu'est-ce qui te ressource ? Quels sont tes intérêts spécifiques ? Moi, ça va être d'écrire. Ok, si je vais dans un lieu qui me rend anxieuse ou qui va potentiellement me demander beaucoup d'énergie, je prends mon carnet avec. Puis si j'ai besoin, j'écris. Oui. Et je sais que là... hop, je remonte un peu mon niveau de cuillère et puis je peux continuer à fonctionner. T'as rechargé les batteries, ouais, d'accord. Et donc, avec le recul, tu te dis que peut-être dans l'enfance, t'as fait des crises autistiques. Exactement. Je pense que la plupart des crises que j'ai faites, qui ont été considérées comme des crises, des caprices, ou c'était des crises autistiques, quoi. Je tombais dans les pommes plein de fois. Ok. Et je sens que j'étais vraiment submergée par des émotions et qu'en un coup, je tombais dans les pommes. D'accord. Et donc, à l'époque, on parlait très peu de ça. Ça n'a pas été diagnostiqué, puis c'est ok, j'en veux à personne. J'ai juste pas envie que ça se reproduise en 2024, bientôt 2025. Donc, j'ai envie d'en parler pour justement que les personnes puissent être diagnostiquées, pour qu'on puisse agir en conséquence. Et pas se taper la douche froide pour qu'on revienne à nous, ou pas être puni... dans la chambre jusqu'à ce qu'on se calme, ou ne pas être devant son assiette puis recevoir la même assiette le jour d'après parce qu'on l'a toujours pas mangé. Puis, oui, des actions punitives. Voilà. Et c'est là que c'est l'importance pour moi de diagnostiquer suffisamment tôt pour voir si l'enfant fait effectivement un caprice d'enfant ou si c'est vraiment un trouble qui n'est pas détecté. Neurodéveloppemental, donc présent depuis toute petite. Tu as fait le point du coup avec les professionnels. Tu as eu des questions sur ton enfance ? Beaucoup, énormément. Ouais. Et les troubles sensoriels ont été présents très jeune. Tu as pu mettre des mots là-dessus. Et puis donc tu as dû expliquer à ton entourage tes particularités et tes besoins. Comment ça a été reçu ? Alors ça, c'était très complexe parce que je me disais, ok, est-ce que j'en parle ? Si oui, à qui j'en parle ? Pourquoi j'en parle ? Comment j'en parle ? C'était vraiment mes premières questions. Puis mince, je suis thérapeute. Est-ce que j'ai le droit d'être autiste et thérapeute, quoi ?
wow. Et donc là, ça a été, je pense, et c'est encore maintenant le plus long travail, quoi. Est-ce que le fait que je sois autiste fait de moi une bonne thérapeute? Est-ce que les gens vont oser venir chez moi quand ils vont savoir que j'ai ce trouble? Est-ce que certains amis seront encore potes avec moi parce que j'ai ce trouble? Est-ce qu'ils vont me faire des remarques à 2 francs 6 sous? Oh, ben ça, c'est ton côté autiste. Voilà, c'était vraiment un peu tout ça, tout cet enjeu, en fait, de est-ce que je le dis ou pas? Il y avait un côté peut-être de honte, de reconnaissance, d'appréhension. Comment c'est de te dire mes besoins, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des gens, je pense que je les vois moins depuis que je leur ai dit mon diagnostic. D'accord. Ça leur appartient. Je cours pas derrière. Je préfère peut-être avoir moins de relations, mais de qualité, plutôt que des relations auprès de qui je dois me justifier. Oui. Et puis voilà, et puis dans les relations, évidemment, il y a des gens qui vont me dire « Ah, mais c'est fou, moi ça me parle à fond ce que tu me dis, ça me fait penser à telle ou telle personne. Ah, mais depuis que tu m'en as parlé, ça m'ouvre les yeux sur une autre facette que j'avais de l'autisme. » Donc je pense que ça peut être constructif aussi. Oui, c'est ça. Après, ça a un impact émotionnel de parler déjà de son propre diagnostic. Il faut aussi gérer ses émotions quand on le dit à quelqu'un. Quand tu nous l'as annoncé, je me rappelle, il y avait des pleurs, de l'émotion. Et puis en face aussi, on peut se sentir mal, se dire « Ah mince, j'ai peut-être fait des bourdes. Je l'ai peut-être un peu trop forcé à sortir avec moi ce jour-là. Et ça lui allait pas et je l'ai pas écouté. » Il y a aussi le fait de rester naturel. Quand on sait que ça peut déranger quelqu'un d'être de telle façon, quoi, dans les deux sens, quoi. Et toi, être naturel avec moi naturel avec toi. Bon, moi, je trouve que ça se reconstruit petit à petit, en fait, une fois que les besoins s'expriment, ça se fait bien. Donc, t'en as parlé à tes amis, t'en as parlé à ta famille? Pas toute ma famille. Pas toute ta famille, ok. Non, ça a été même très compliqué, parce que c'est dans ma famille, ça n'a pas forcément été « Ah ouais, trop bien, intéressant, parle-nous-en, explique-nous. » Ça a plutôt été un « Ouais, non, écoute, cette étiquette, moi, j'y crois pas, quoi. » Ah oui, la phrase toute faite. Voilà, c'est n'importe quoi. Bon, mon frère, il est très lacanien, donc l'autisme, limite, n'existe même pas. D'accord, ouais. Voilà, ma maman, je pense que c'était fort confrontant aussi. Ma sœur, par contre, a plus capté le truc et s'est dit « Ah ouais, mais ouais, ça explique peut-être ça, puis ça. » Et puis ma belle-maman, donc la mère de mon mari, elle a voulu lire tous les livres que j'ai achetés sur ce sujet, elle a vraiment voulu se renseigner. Et puis du coup, ça fait plaisir, parce que quand on se voit, on en parle, puis le fait d'en parler, ça me fait du bien. Et puis ça me permet aussi des fois de... Parce que quand je dis, par exemple, j'aime pas faire la bise, c'est hyper confrontant, parce que les gens, ils se disent « Ah, pourquoi elle veut pas me faire de bisous? Je comprends pas. Ah non, mais elle est froide. Ah, mais c'est le début d'un acte de sociabilisation, ça se fait. » Où les gens, automatiquement, ils le font, puis quand ils me voient, ils reculent en arrière, ils font « Ah non, non, ah oui, elle me l'aime pas. » Donc ça jette un froid. Ça jette un froid. Et en fait, d'expliquer, en fait, c'est compliqué pour moi d'avoir le visage de l'autre personne sur ma joue. C'est ok qu'on se passe un hug, mais ça jette un froid. On va chez le médecin, il nous tend la main. Je fais quoi? Je regarde la main, je dis « Ah non, 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 moi je serre pas la main. » Enfin, non, je serre la main, mais c'est compliqué. Et après, je nomme. La prochaine fois, si c'est ok pour vous... Oui, tu le nommes du coup. J'essaye de le nommer de plus en plus. Et du coup, c'est ce qui va nous rendre plus naturels en s'entraînant, je trouve, voilà, petit à petit à se dire les choses. Après, voilà, on arrête d'avoir ce réflexe d'aller faire la bise et puis c'est ça. Ok, on fait autrement. Et ok, elle a le droit de me dire. Moi, c'est surtout ça. J'attends de ta part que tu m'exprimes tes besoins et puis ça me va hyper bien. C'est super intéressant en plus. Et c'est ça qui est génial, c'est vraiment de se dire ok, en fait, c'est quoi mes besoins? Et voilà, l'exemple d'hier ou avant de sortir, j'étais là, ok, est-ce que je veux sortir ou pas? Il y avait beaucoup de questionnements. Qu'est-ce qui se passe si je reste? Qu'est-ce qui se passe si je viens? En fait, qu'est-ce que j'ai besoin? Où j'ai besoin d'être rassurée pour savoir si je sors ou pas? Mes questions vont être tout autres que quelqu'un de normal.
je sais pas, j'imagine une nana qui dit ouais, mais quoi, il y aura des beaux gosses là-bas ou bien ça sera peut-être sa question principale. Ouais. Moi, ça sera plus est-ce qu'il y a un espace où je peux me mettre assise avec mon carnet si j'ai besoin? Est-ce que si à tout moment j'ai besoin de rentrer, est-ce que j'ai le droit de me demander? Et en fait, ça a l'air d'aller tellement de soi, mais pour moi, ça va pas de soi. Oui, c'est vrai, oui. Mais ça irait tellement de soi, tu serais avec une copine, la copine, elle te demande de rentrer parce qu'elle en peut plus. En fait, c'est normal. Oui. Mais pour moi, c'est comme si j'ai besoin d'avoir l'autorisation et la sécurité de savoir que si ça va pas, on peut rentrer. Oui. On rentre, quoi. Et toi, ce qui t'a rassuré, c'est ça, de me dire, ok, je prends un carnet, c'est bon. Et puis, on se donne un horaire limite. À minuit, j'ai le droit de te demander de partir. Oui, il faut que je sache quand ça termine, en fait. Parce que si je pars dans un truc et que je sais pas à quelle heure ça termine, c'est trop... J'ai l'impression de sauter à l'élastique, mais de pas être sûre d'avoir un élastique, quoi. Ouais. Et notre soirée s'est très très bien passée. C'était génial. Il y avait des beaux gosses. Il y avait tout ce qu'il fallait, la bonne musique, tout ça. Et j'ai vu que tu prenais plaisir. Mais c'est vrai que du coup, j'ai une attention toute particulière à toi maintenant. Et je regarde si tu as encore des cuillères, en gros. Après, je peux pas tout deviner et c'est cool, tu l'exprimes bien. Mais voilà, moi, je pense que ça nous aide forcément dans nos relations. Donc, bien sûr. Et c'est vrai que tu m'as dit avant de partir, je regarderai comment t'es. Puis je dis, tu peux me regarder, mais tu verras rien. Ah oui. Parce que j'arrive tellement bien à masquer que je suis encore capable de dire, non, ça va, on continue sur le dance floor. Alors qu'en fait, au fond de moi, ça fait Anaïs, game over, game over. Donc je dis, ok, je te demanderai toutes les 5 minutes, la relou. Non, mais on s'est adaptés du coup toutes les deux. Ouais. Donc, ok, t'en as parlé autour de toi. Est-ce que t'en parles du coup en tant que professionnel? T'en es où dans ce chemin? Justement, pendant la masterclass de constellation familiale, il a fallu que je dise à l'équipe avec qui j'étais que j'avais un TSA, parce que ça me semblait tellement important de le signaler par rapport à plein de particularités, vu qu'on allait vivre ensemble pendant une dizaine de jours. Et puis, en le disant, en le constellant aussi, parce que j'ai voulu aller creuser un petit peu par là, je me suis rendu compte de l'importance de dire les choses aux gens qui n'y connaissent rien. Et donc, c'est à ce moment-là, je pense que pendant la masterclass que tu m'as dit « Ah, il y a le salon de l'autisme 2025, ça serait cool si tu pouvais intervenir. » Et je me suis dit « Ah ouais, ça pourrait être sympa. » Et puis je me suis dit « Mais j'ai pas du tout envie d'écrire un CV et tout. » Puis là, on était avec toute l'équipe de tournage et ils m'ont dit « Ah, tu sais quoi, on va te faire un CV visuel. Tu vas te filmer, puis tu vas expliquer pourquoi. » Et je l'ai fait, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et je me suis dit, mais oui, en fait. Moi, ce que j'aime, quand j'ai eu mon diagnostic d'autisme, j'ai aimé aller sur YouTube, taper femmes autistes et écouter toutes des femmes qui expliquaient leur parcours, leurs difficultés, leurs solutions. Et puis je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de nourrir aussi ce côté-là des choses. De me dire, au plus on en parle, au plus ça deviendra moins tabou et de transmettre. Donc j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle comment? Couleur d'Atypie. Et aussi, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie d'ouvrir mon cabinet à ce public-là. D'accord. Aux personnes avec un TSA, sans déficience intellectuelle, aux personnes atypiques, aux personnes avec un haut potentiel. Et en fait, étonnamment, j'en attire déjà beaucoup de ma clientèle qui, pour moi, ont des spécificités bien particulières et du coup, je les comprends mieux. Et oui, c'est ça. Tu me racontes souvent que tu reçois des ados en difficulté qui pourraient faire fuir plein de monde. Hein, et toi, t'es à l'aise. Allez, raconte-nous pourquoi. Parce que j'ai tellement l'impression de comprendre ces moments de crise, de les capter, quoi, les décoder, rentrer dans leur univers. Et c'est fluide, en fait, parce qu'ils traversent des questionnements. Ils sont aussi dans ce truc de quel masque je porte dans la société, qu'est-ce qu'on attend de moi. Qui suis-je? Ils sont aussi dans ces questionnements-là. Et oui, on pourrait s'identifier à des phases qu'on peut rencontrer dans l'autisme, ouais. Exactement. Et je me rends compte que justement, aller creuser ces potentiels, aller chercher les ressources, aller vivre ce moment de chrysalide, c'est tellement beau, en fait. C'est comme si dans l'adolescent, il y a le petit enfant qui doit être consolé, puis il y a l'adulte en devenir qui fait peur, et il y a ce moment entre deux où on se sent tiraillé un peu, où il y a tout qui change en nous, et en plus on nous demande de changer, de prendre des décisions, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. C'est tellement confrontant que j'arrive à ressentir tout ça, et puis à me dire, ok,
une de mes capacités, je pense, en tant que thérapeute, c'est d'arriver à aller voir où sont les petits trésors chez la personne, les montrer à la personne et puis dire ok, on va partir de ça, puis on va développer ça. Et on va arrêter avec ces trucs de ah non mais mon ado il fait n'importe quoi, il rentre, il est défoncé tout le temps, il n'en a rien à cirer de l'école, on ne sait plus quoi en faire, franchement on vous le donne et puis vous en faites quelque chose ou pas. Et en fait j'adore le défi, il est hyper haut placé, les solutions il faut les chercher, les trouver et puis il faut décoder quoi. Et exploiter les trésors, ce sera avec l'art? Exactement, souvent je passe par l'art, c'est vrai que j'ai pas encore fait beaucoup d'expériences de constellation familiale avec les adolescents. Mais pour moi, c'est clair que... Mais voilà, je fais du rap avec eux. Ah oui, tu crées des chansons? On crée des chansons. On va exploiter vraiment toute cette facette de leur univers, en fait. Quoi. On va aussi... Ils sont pas feignants, alors, les ados? Non, pas du tout. Ils sont pas fainéants. C'est juste leur cerveau qui a besoin de se vautrer dans le canapé pour se construire tranquillement. Ouais. Ils ont besoin de ces moments de rien. Et en fait, quand on leur donne matière à manger, ils mangent. Oui, c'est ça. Il faut juste leur donner la bonne alimentation. Et donc, tu n'as jamais été en échec? Non, jusqu'à présent... Tu as toujours trouvé une astuce? Ouais. Le seul échec que j'ai eu, c'était par rapport à un parent qui bloquait. D'accord. Mais je pense que là, c'était plus le parent qui devait faire une thérapie que l'ado. Parce que je sentais que ça commençait à bouger chez l'adolescent, puis que le parent, ça lui faisait peur, évidemment, de voir son ado choisir sa route et prendre son chemin. Et oui, faut lâcher prise aussi. Donc, à un moment, c'est aussi aux parents à accueillir ce changement. Alors, tu dis, moi, ma force, je ressens complètement ce que l'ado peut traverser. Et on pourrait se dire, mais attends, les personnes avec autisme manquent d'empathie, c'est bien connu. Qu'est-ce que tu réponds à cette jolie phrase sympathique? Je dis qu'on peut la rajouter aux fameuses phrases un autiste, ça se balance et ça bave. On va la mettre dans cette catégorie-là. Parce que je pense que c'est pas qu'on n'a pas d'empathie, c'est qu'on va l'exprimer différemment. Et je dirais même que moi, j'ai un souci d'avoir trop d'empathie. Je peux des fois ressentir ce que vit la personne, que ce soit pendant que je la masse, j'ai des ressentis ou des images qui me viennent, puis après quand on en discute avec la personne qui s'est fait masser, qui a reçu le soin, elle me dit j'ai eu ça comme image qui m'est venue, puis c'est assez similaire à ce que j'ai ressenti aussi. Justement, les personnes qui viennent chez moi, si ça fait résonance, je vis presque l'émotion avec la personne, mais sans non plus me faire envahir. Je me dis c'est comme ça qu'il vit le truc et qu'il ressent. Ok, comment est-ce que je ferais moi pour me sortir de cet inconfort? Et puis là, j'arrive justement à trouver les outils et les pistes possibles que je propose et qui sont souvent en résonance et en accord avec ce que la personne a besoin de vivre et de traverser, quoi. Donc tu dis qu'on pourrait croire qu'une personne autiste n'a pas d'empathie. Elle en a, mais elle ne saurait pas comment l'exploiter. Ça peut être un frein. Ça peut être un frein et ça peut être juste mal compris, parce que moi, ça m'arrive, comme je disais tout à l'heure, d'être en super colère, mais d'avoir un énorme sourire, quoi. Ou ça peut aussi, un enterrement, je ne vais pas comprendre comment il faut réagir, je suis submergée par mes émotions. Et ce n'est pas la bonne émotion qui va sortir, mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas pleurer. Oui, d'accord. Parce que peut-être je pleure, comme je dis souvent, puis je fais beaucoup d'illustrations là-dessus, j'ai fait un petit carnet avec toutes des illustrations sur mes atypies. Ah oui. Je pleure à l'intérieur de moi, donc c'est vraiment j'ai dessiné un petit bonhomme avec des larmes à l'intérieur. On le trouve où, ton carnet? C'est intéressant, ça, tes images. Sur Instagram, j'ai photographié quelques pages assez vite fait de ce que j'avais dessiné. Et puis un jour, idéalement, j'aimerais tellement pouvoir l'éditer. Et oui. Que les gens puissent rentrer dans cet univers et puis comprendre un peu tout ça. Toute cette particularité et comment est-ce qu'on peut vivre les choses, quoi. On le trouve où, ton Instagram? Comment il s'appelle? Alors, c'est aussi Couleur d'Atypie. Ok, très bien. Et puis, on le mettra en lien avec un descriptif. Donc, voilà. Est-ce que tu aurais tu parles beaucoup de lectures, de vidéos, des personnes à nous conseiller, à regarder pour en connaître plus sur l'autisme? Alors, oui. Alors, il y a Amandine Legrand qui est belge et qui est thérapeute et elle-même autiste. Qui est sur Instagram et qui publie vraiment pas mal de choses qui t'inspirent. Qui m'inspirent. Elle a créé des bouquins aussi qu'on peut acheter. Alors, je les ai presque tous achetés. On les achète en ligne. Moi, je les ai imprimés et puis j'ai travaillé dessus et ça m'a tellement aidée. J'ai l'impression que
Ça m'a valu 10 ans de thérapie juste à lire son bouquin. Ok. Parce qu'en fait, comme elle est à TSA, ben, je passe moins de temps comme chez la thérapeute où je vais expliquer mon fonctionnement, tandis qu'elle, elle va droit au but et puis ça avance. Oui, ok. Donc il y a la fameuse bande dessinée aussi, je pense, qui est une sacrée référence sur justement le TSA. Et puis, moi... Donc d'Amandine Legrand aussi? Non, ça c'est de Julie... Qu'on n'a pas trouvé le nom. Voilà. On recherchera, Oui, on le mettra en lien. Après, on peut en mettre en lien plein aussi. J'ai vraiment pas mal de lectures là-dessus, mais j'ai pas forcément les noms en tête. Et puis, ça, pour moi, c'est comme... Il y a des personnes des bouquins que j'ai lus et qui m'ont énormément parlé, où je me suis retrouvée dedans et tout ça. Puis d'autres sur lesquels je me suis un peu questionnée à me dire « Ah non, mais moi, je le vis tellement pas comme ça que c'est intéressant aussi, je pense, à chacun de voir, parce que c'est pas parce qu'un livre, moi, m'a semblé absurde qu'il va sembler absurde aux yeux des autres. Ouais. Après, il y a... Ouais, j'ai plus en nom, mais il y a une nana aussi qui fait pas mal de vidéos sur YouTube. Elle est un peu super dynamique, un peu saute, un peu folle comme ça. Et elle aussi, elle propose plein de choses. Et quand je l'écoute, ça me parle énormément. Puis elle arrive aussi avec beaucoup de pistes. Je pense que c'est ça qu'on a le plus besoin, en fait, d'avoir des pistes et des solutions. Des choses assez concrètes, quoi. Pas que de l'analyse non plus. Tu as compris une partie de ton fonctionnement et puis tu as testé plein de choses. Hein. Tu m'as dit que tu avais acheté des outils où tu allais tester, par exemple, un gilet compresseur, je sais pas comment tu appelles ça. Ouais, alors ça, c'est tout ce qui est couverture lestée, tout ce qui est gilet à pression. Donc on pompe et puis après ça serre. On laisse ça 20 minutes, puis après on dessert. Ça permet aussi de relaxer un petit peu, travailler sur le parasympathique et tout ça. Couverture lestée, ça t'apporte quoi? Alors, la couverture lestée, moi, ça m'ancre dans mon corps et ça, je sais pas, ça me calme. Je peux même m'endormir sous une couverture lestée. Il me suffit de 20 minutes et puis je me sens rechargée. Donc ça, c'est assez génial. Donc, c'est des couvertures avec du poids qui permettent d'être contenues, effectivement. Il faut les utiliser bien correctement. Oui. Il y a aussi les loops, ça c'est des espèces de bouchons d'oreilles qui sont assez discrets et qui sont assez stylés même, je trouve. Tu les as mis hier soir en soirée, ça t'allait très bien. Merci. Et c'est bien parce que c'est toujours un peu gênant évidemment, un casque anti-bruit c'est énorme, ça fait très asocial, tandis que les loops c'est assez discret. Et puis ça fait comme un bijou d'oreille et ça coupe pas mal les trop de sons parce qu'en fait en tant que TSA on entend tous les sons à la même intensité. Il y a pas un son est plus fort que l'autre. Donc si je suis au restaurant puis qu'il y a 4 tables autour de moi qui parlent, j'arrive à suivre les 4 conversations en même temps. Mais c'est très fatigant de suivre 4 conversations en même temps. Ouais, t'as pas le filtre auditif. J'ai pas le filtre auditif. Commun. C'est ça. Et... Loops, L-O-O-P-S. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis, quoi d'autre? Il y a aussi, évidemment, il y a des gens qui prennent des fois des médicaments ou quoi par rapport à la sérotonine aussi, parce qu'il y a des baisses de sérotonine. Donc ça peut aussi aider un temps. Et puis, moi, j'ai installé une routine journalière suite au livre que j'ai lu, Miracle Morning, qui m'aide beaucoup. Ça me structure complètement. C'est tous les matins, je fais mes petits exercices, je lis un petit peu, j'écris mes phrases, je fais 5 minutes de méditation. Puis en fait, ça me permet de commencer ma journée déjà bien chargée. Quoi. Des étirements? Du yoga, oui, c'est ça. Oui, c'est un peu un mix de gym, yoga, étirements. Pour te mettre en route. Ouais, pour vraiment récolter déjà mes cuillères, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, je me dis, allez, go, j'ai mon potentiel de 10 cuillères, là je vais faire mon Miracle Morning, comme ça je m'en rajoute 5. Et puis je commence ma journée comme ça. Ouais. Et tu sens que tu vas beaucoup mieux, parce que je crois que ton diagnostic, tu l'as eu il y a 1 an à peu près. En 1 an, tu as passé des caps. Ouais, j'ai l'impression que j'ai vraiment bien rebondi et que ça n'a pas été facile, du tout, loin de là. Et je ne veux pas minimiser tout ce par quoi j'ai traversé. Mais j'ai l'impression que, comme souvent dans la vie, ça a pu me dire, ok, je vis cette galère, comment je le transforme, quoi. Comme je vous parlais du carton dans l'épisode précédent, c'est... Des fois, les plus belles choses vont être faites avec les déchets. Et j'ai presque envie de dire, j'ai un côté de résilience quand même qui est assez développé chez moi. Et ce côté de me dire,
soit je prends ce diagnostic et puis je le traîne, et puis je m'en plains, et puis je vois que le négatif. Ouais, t'avais dit, je me rappelle quand tu nous l'as annoncé, c'est une maladie, je l'aurais à vie. Je pourrais pas guérir. Ouais. Et ça t'a mis un poids, je me rappelle. T'as mis les larmes aux yeux. Ouais. Parce que justement, j'ai tellement besoin de tout gérer, que les choses soient dans une limite. J'ai eu une hernie discale il y a quelques années. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour soulager ? Autant d'exercices, machin, je fais, puis ça part. Tandis que là, ça partira jamais. Ouais. Donc effectivement, c'est soit j'en pleure et je me morfonds là-dessus et je me victimise. Soit je me dis, mais c'est génial parce qu'en fait, je suis autiste, mais moi je pense en images. Il n'y a personne qui pense en images autour de moi, c'est assez rare. Je pense en images, qu'est-ce que c'est beau. J'écoute une musique, je suis habitée pleinement par la musique et toutes mes cellules dansent et ressentent la musique, c'est génial. Et je vois tes frissons sur ton corps. Et il y a à chaque fois des choses que je vis comme ça de manière hyper intensément. Et en fait, c'est bon. Et puis c'est un cadeau à la limite. Si c'est ça ma mission de vie, go quoi. Ouais. Donc tu t'es dit, je suis ma voix. T'as trouvé ton move dans ton autisme. Voilà, on peut dire que j'ai pas vraiment eu le choix. Que voilà. Le move est venu en moi. On va plutôt dire que je vais danser sur ce move-là, quoi. Tu danses sur ce move, c'est très joli. Et en 1 an, t'as passé plein de phases au niveau médical, au niveau sensoriel, au niveau de ta compréhension. Tu te fais encore accompagner aujourd'hui ? Alors oui, j'ai encore... c'est un peu quand je le sens, mais je travaille beaucoup en EMDR pour travailler justement des choses qui ont été traumatisantes quand j'étais enfant, suite à la relecture, de me dire, mais en fait, ça, c'était de la maltraitance, quoi. Ouais. Donc ça, je travaille encore quelques séances là-dessus. Ou alors des opérations où on a minimisé mes ressentis, puis qu'en fait, c'était fort pour moi. Et puis, je vois encore ma psy 1 fois par mois. Puis je sens que c'est vraiment un confort parce que j'en aurais pas vraiment plus besoin que ça. Donc c'est Lauriane ? Non, c'était pas la première personne. Isabelle Venouge. Et puis je vois aussi, il y a une dame de Eliezer, donc, qui est une collègue de Lauriane, qui vient à domicile de temps en temps. Et puis là, c'est très pratico-pratique, quoi. Génial. Ok, je n'arrive pas à faire mes courses parce que j'arrive au supermarché, ça va pas, je sais pas ce que je dois prendre, je sais pas quelle recette je vais faire. Ok, on va réfléchir ensemble à quel repas on va faire, quelle liste a besoin. Donc vraiment, des fois, pour moi, ça peut marcher très bien sur plein de points de vue, puis d'autres, ça va dysfonctionner, puis elle va m'aider à mettre en place des choses qui vont faire que ça ira. Ouais, ok. Puis voilà, genre j'ai besoin d'une babysitter, mais je sais pas comment on trouve une babysitter. Elle va me dire, ok, pour trouver une babysitter, il faut faire ça, faut téléphoner. Ah, mais j'aime pas téléphoner. Ok, écoute, on va voir s'il y a moyen d'envoyer des mails, et puis on cherche des solutions en fait ensemble. Là où des fois je peux bloquer sur un truc et me dire, ah non, tant pis, je ne sors pas parce que j'ai juste pas envie de téléphoner à une babysitter, quelqu'un que je connais pas. C'est une ergothérapeute, du coup, qui t'aide à faire ça ? Alors, au départ, c'était une ergo, et maintenant, c'est une thérapeute. D'accord, trop bien. Mais effectivement, l'ergo que j'ai eu avant faisait aussi ce même type de travail. Après, quand je réfléchis, je me dis, mais autour de moi, ça fait une sacrée équipe. Et oui. Et ça me permet aussi de comprendre et de pointer du doigt les choses que j'ai souvent reprochées en institution. C'est que quand on est en réunion d'équipe, il y a 4 éducs pour un enfant, un psy, un ergo, un pédopsie, un logo, un psychomote. Et en fait, un enfant a 10 thérapeutes ou 10 personnes autour de lui. Et c'est énorme. C'est un poids, même si ça peut pas être une aide, c'est coûteux. Ouais, mais même, en énergie, je veux dire. Ouais, je peux me mettre plus à la place de la personne. C'est ça pour lui. Je vois aussi dans les écoles où ils font l'intégration, où ils mettent du coup un prof en particulier pour un enfant et tout ça, on ne se rend pas compte la pression que ça met pour une personne de se dire je fonctionne, mais je fonctionne avec 10 béquilles, quoi. Ouais. Et que toutes ces personnes qui sont autour de moi veulent mon bien, veulent m'aider, veulent m'accompagner, tout ça. Mais des fois, c'est étouffant, c'est envahissant, et parfois, ça peut être trop. Moi, des fois, j'ai envie de dire à tout le monde, non, mais c'est bon, quoi. Laissez-moi vivre souffler, ma vie, souffler, et puis pourquoi est-ce que j'ai besoin de autant de personnes autour de moi pour il faut que ça ait du sens. Donc là, tu choisis la rythmicité des intervenants.
t'es adulte, tu dis une fois par mois c'est ok, je vous rappelle quand j'ai besoin. Je choisis la personne, je peux changer si la personne ne me convient pas. Je suis maître de tout ça, mais la plupart des enfants ne sont pas maîtres de tout ça et puis surtout n'ont pas forcément le choix non plus des suivis. Et en fait, ça vient ressouligner aussi, c'est un handicap. Alors que dans un monde idéal des bisounours où les TSA auraient leur place, on n'aurait pas besoin d'autant de personnes autour de nous. Bien sûr. Et c'est peut-être là que l'énergie et l'argent et qu'il faudrait peut-être plus s'appuyer sur comment est-ce qu'on peut fonctionner ensemble. Oui, un côté un peu prévention. Et voilà. On arrête de créer des troubles. Exactement. Je pense que c'est pour ça que tu veux transmettre autant. Tout à fait. J'ai une dernière question hyper stupide, mais j'ose la poser. Pourquoi tu es autiste et pourquoi tu regardes dans les yeux? Un autiste, ça regarde pas dans les yeux, voyons, Anaïs. Aussi la rajouter avec les stéréotypes. En fait, on va faire un podcast spécial sur tout ce qu'on entend, les phrases et tout ça. Alors, regarder dans les yeux, c'est hyper coûteux pour moi et en même temps, ça me donne beaucoup d'informations, des fois trop. Donc, je regarde pas toujours tout le monde dans les yeux. Parfois, je le fais parce que je sais qu'il faut le faire. Si je pouvais ne pas le faire, je le ferais quasi jamais. Mais parfois, ça me donne aussi des informations que je capte pas toujours sur ce que la personne, en fait, elle veut m'exprimer, quoi. C'est comme si j'arrivais à lire, et c'est ça qui est fatigant, mais vraiment lire l'âme de la personne dans son œil. Oui, ça va très loin. Ça va très loin. Ça s'arrête pas juste à c'est des yeux, quoi. J'ai l'impression de plonger dans la personne et ça peut des fois être trop pour moi. Ok. Donc, tu es une personne qui a quand même beaucoup de ressources parce que tu arrives à le faire la plupart du temps. Par rapport peut-être à d'autres personnes autistes qui n'ont pas toutes les cuillères pour le faire. Exactement. Ok, je comprends mieux. Merci beaucoup, Anaïs. Est-ce que tu as autre chose à rajouter dans les messages que tu voulais transmettre? On a parlé... Moi, mon envie, là, ma nécessité de répondre à cet appel de podcast, c'est aussi de me dire, si vous êtes, je sais pas, professionnel et que vous avez envie d'un intervenant qui parle du TSA et qui est aussi qui a cette double facette de se dire TSA plus thérapeute, que j'interviens volontiers dans vos institutions, par visioconférence ou autre, pour expliquer aussi les points de vue. Et les formations que je fais régulièrement maintenant autour de l'autisme, souvent j'y vais et puis je me retrouve avec beaucoup de professionnels et puis quand je prends la parole, je me rends compte en fait qu'il y a ce besoin aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe pour la personne autiste et d'avoir une personne autiste qui a la verbalisation et qui peut mettre des mots dessus. C'est tout con, mais la dernière fois j'ai pu expliquer à une bande d'éducateurs spécialisés pourquoi il fallait arrêter de s'entêter à faire manger le petit Louis dans la cantine avec les autres. Parce qu'en fait, non, il va pas manger, non, il va pas un jour finir par s'y faire. Oui, c'est les besoins de l'institution, mais non, le petit Louis, c'est pas ça qu'il a besoin. Et j'ai expliqué pourquoi. Pourquoi est-ce que moi, comment est-ce que je ressentais cette... c'est horrible, une cantine, les bruits des couverts, les odeurs, voir tout le monde manger, entendre tous les bruits des bouches. Et j'ai dit, mais c'est un cumul d'informations. C'est affreux. Donc, arrêtez de perdre du temps et de l'énergie à mettre des logos en place, des couverts spéciaux pour lui, une place bien spécifique. C'est pas ça qu'il a besoin. Le petit Louis, il va pas manger en même temps que les autres. La cafétéria, il ira pas. Alors, prenez une autre direction que celle que vous prenez, parce que le but, c'est pas qu'il s'adapte toute sa vie à tout, et c'est pas non plus de l'écarter totalement de la vie, parce que des gens qui sont autistes en institution, excusez-moi, mais c'est pas forcément le meilleur remède non plus. Et puis je mettrais monsieur et madame tout le monde dans une institution, ils pètent vite un plomb. Alors imaginez-vous les gens qui ont un problème relationnel d'envahissement et qui ont besoin d'être seuls, vivre en institution. Ça fait beaucoup. Donc toi, ça te tient à cœur de témoigner, d'apporter ton témoignage auprès des professionnels, sous forme de webinaires, de visioconférences, de formations. On va peut-être réfléchir à créer une formation ensemble. Pourquoi pas? Allez. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère qu'il va apporter beaucoup à tous ceux qui écoutent ce podcast. Et puis, on se dit peut-être à une prochaine. Avec plaisir. Salut Anaïs. Ciao, ciao. C'était Trouve ton Move, un podcast pensé et réalisé par Élise Benazet.